Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous en même temps du Grand Prix Bail au Conseil départemental qui se fait en ce moment. Donc, vous nous verrez dans un instant. Parce que la course qui devait se terminer à 12h, finalement, ils se sont trompés sur le parcours, faute de signaleur, et donc ça ne suffit pas. Bon. Sinon, le vendredi, comme d'habitude, nous sommes avec les confrères Jacques Dancal, Olivier Lancien, Jean-Claude Rode, bonjour. Bonjour. Et Nathalie Josse depuis la Martinique. On devait l'avoir en Zoom, mais le problème, justement, c'est le problème de la course qui fait que... Alors aujourd'hui, on parlera bien évidemment de Gosier, le feuilleton, qui continue. Est-ce que c'est le dernier épisode? C'est la question que tout le monde se pose. On verra aussi, on n'a pas eu la fumée blanche pour un pape noir. On a eu la fumée blanche pour un pape créole. Donc on en parle, on dira deux petits mots sur Francis. On ira faire un tour en Martinique où la situation politique est un petit peu particulière. Justement, notre consoeur Nathalie Josse nous dira un peu ce qui se passe. Est-ce que l'après Letchimy a déjà débuté? Et surtout, est-ce que la vie chère, elle a baissé son coût en Martinique? Nous parlerons un petit peu des sargasses et puis le gros drame qui a eu lieu hier en Guadeloupe, 5 morts d'un seul coup. Ça rappelle ce qui s'est passé à Sainte-Anne il y a peut-être quelques mois, 4 morts, à Goyave 3 morts. Chaque fois, ce sont des jeunes. Que faut-il leur faire? Mais on va en parler avec vous. Sinon, la caravane des droits, on fera un petit tout focus dessus. Les vives tensions devant l'hôtel Fort Royal, ça continue. Rien n'est vraiment réglé. Le contrat de payance Bertrand a été signé. Et puis, on saura pourquoi les employés municipaux sont à l'honneur. Voilà, je salue donc Olivier, Jean-Claude et Nathalie. Nathalie nous entend? Je vous entends loin, mais bon, je pense que ça ira. Oui, bon, ça ira en tant que moi. Alors, tiens, on va commencer par toi, puisque tu es déjà là. Je disais tout à l'heure que l'après-Letchimy a déjà commencé vraiment en Martinique. Écoutez, oui, aujourd'hui, tout le monde est déjà sur le pont, les alliances sont déjà en train de se profiler. Et donc, voilà, aujourd'hui, il faut savoir que l'exécutif, en tous les cas, à la CTM, on connaît beaucoup de problèmes. Donc, la politique qui est menée aujourd'hui est plutôt décriée. Donc, la politique de l'exécutif de la CTM. Et tout le monde est déjà bien en marche aujourd'hui pour les futures élections qui ont lieu dans 2 ans maintenant. Donc, il y a les municipales avant. Donc, ce sera une première étape. Mais ce seront des municipales qui vont augurer de ce que sera la CTM prochainement. Mais alors, la question qui se pose pour nous en Guadeloupe, puisqu'on suit de près et de loin à la fois, qu'est-ce qui empêche à Letchimy de regagner de prochaines élections à la CTM? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ou qu'est-ce qu'il a fait de trop? Alors d'abord, il y a une grosse interrogation sur le fait qu'il se représente ou pas. On ne le sait toujours pas. Il avait dit qu'il a laissé entendre qu'il n'allait pas se représenter. Oui. Après, son bilan économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, la situation économique de la Martinique est catastrophique. Le dernier rapport de l'INSEE montre un recul très, très préoccupant de l'activité économique, des investissements. Donc, tout ça, c'est que beaucoup de secteurs sont en grande difficulté. Le secteur du BTP, le secteur du tourisme, qui est peut-être celui qui s'en sort le mieux, mais qui n'est pas, qui ne marche pas forcément très bien. Beaucoup de satellites de la CTM sont aussi en grande difficulté. Il y a des problèmes de détournement de fonds, des problèmes de corruption. Et donc tout ça, ça fait que véritablement, il y aura, à mon sens, beaucoup de difficultés pour les prochaines élections. D'accord. Je ne sais pas si les confrères ont une question. Jean-Claude, une question peut-être à Nathalie. Oui, une question. Bonjour Nathalie. Est-ce que son positionnement lors des tables rondes autour de la vie chère avec le EOPRAC, est-ce que ça peut jouer en sa défaveur? Alors,
Bien évidemment que ce sera un critère absolument capital pour lui, parce qu'il a bien sûr, il y a une divergence fondamentale entre lui et le Airtrack, et c'est une guerre ouverte aujourd'hui, on peut le dire, puisque les attaques de part et d'autre sont sur la table aujourd'hui. Le Airtrack qui demandait donc qui demande toujours et qui veut mettre en place une grande réunion avec tous les députés, une grande conférence sur la vie chère, avec tous les députés de tous les départements d'outre-mer, et ce qu'ils veulent aujourd'hui, et ils ont sollicité la CTM pour l'organiser, ou en tous les cas pour y participer. Ce que Serge Letchimy refuse catégoriquement. Donc ils ont demandé une audience, ils sont allés devant la CTM manifester, suite au refus de Serge Letchimy de participer à cette grande conférence qu'il souhaite de leur vœu, que le Airtrack souhaite de ses vœux. Et donc aujourd'hui, oui, c'est vraiment ce que propose Serge Letchimy aujourd'hui. Ce sont des ateliers qu'il compte mettre en place à partir de septembre sur ce problème de vie chère. Et ça ne convient pas au Airtrack. Et une partie de la population est plutôt en faveur de la solution du Airtrack, parce que ce problème de la vie chère, même si le protocole d'objectifs, puisque c'est un protocole d'objectifs qui a été signé, aujourd'hui, personne n'en voit les effets concrets, bien au contraire. Les prix ont sensiblement augmenté dans les magasins, dans les supermarchés. Et je crois que la population est au grand désespoir. Ouais. Et donc, oui, ça va, à mon sens, jouer beaucoup contre lui pour sa réélection, son positionnement. Et puis, c'est véritablement une guerre ouverte. On assiste aujourd'hui à une guerre ouverte entre Serge Letchimy et Airtrack. Et bien sûr, tout ça, ça va compter pour les prochaines élections, puisque ce problème, il ne sera pas réglé au moment des prochaines élections. Et ça va être mis sur la table. Et le positionnement de Serge Letchimy, qui lui essaie de reprendre la main par rapport à ça, parce que très clairement sur ce problème de vie chère, la main vient échappée, donc il essaie de reprendre la main le problème de la vie chère et de se poser au centre en tant qu'initiateur fondamental du protocole, derrière le protocole d'objectifs qui a été signé, mais pour lui, ce n'est pas gagné. Et est-ce que justement le fait que les élections sont quand même dans un peu moins de 3 ans, est-ce que ça ne va pas lui laisser le temps de rebondir, de se reprendre? C'est toute la question. C'est ce qu'il compte bien faire en mettant en place ces ateliers sur la vie chère. Il compte essayer de reprendre la main et de profiter des 3 ans qui lui restent pour se replacer en tant qu'élément central, replacer la CTM en tant qu'élément central des discussions et des projets et des protocoles qui vont être mis en place pour la vie chère. Mais il n'y a pas que le problème de la vie chère qui va l'impacter, parce que comme je vous l'ai dit, la situation économique et financière de la CTM aujourd'hui est catastrophique. Et donc, je ne sais même pas si en 3 ans, il aura le temps, justement, parce que le temps joue beaucoup contre lui. Est-ce qu'il aura le temps de revenir à des critères, à des taux un peu plus favorables? C'est pas gagné pour lui sur ce point-là. D'autant plus que là aussi, des problèmes de détournement de fonds, de corruption, de problèmes internes aussi à son parti se font jour. Donc il y a beaucoup de problèmes. Vous savez que Serge Letchimy est issu du PPM, du Parti progressiste martiniquais. Et il y a une guerre fratricide en ce moment qui a eu lieu au sein même de son propre parti. Donc les difficultés pour lui sont énormes. Et donc, il va avoir affaire à une partie très difficile pour les prochaines élections. Les alliances, elles aussi, elles vont être difficiles à faire. On sait que David Zobda, qui était donc un des principaux acteurs de l'alliance avec Serge Letchimy, est parti. Et beaucoup, aujourd'hui, lèvent le pied sur l'alliance. Donc, là aussi, la partie sera très difficile à jouer pour lui. Alors, justement, Nathalie, on prend l'hypothèse où Serge Letchimy ne se présente pas. Qui peut le remplacer à la présidence de la CTM? Je veux dire, parmi les candidats potentiels et possibles.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas un nom qui se dégage, mais les places sont chères et les places, elles sont très convoitées. Cette place est très convoitée, donc les noms, ils vont sortir bientôt. Mais on pense bien sûr à David Zobda, on pense à Catherine Conconne, on pense à Béatrice Bellé. Enfin, les noms ne manquent pas. Il y aura beaucoup de candidats à la succession de Serge Letchimy. Mais la prochaine bataille de la CTM, aujourd'hui en Martinique, ce sera une bataille, ce sera la bataille des batailles. Ce sera déterminant, parce que ce sera véritablement une élection de rupture, il me semble, d'alternative, parce que, comme je vous l'ai dit, tous les voyants sont au rouge aujourd'hui, la population souffre, les inégalités progressent, la précarité, la pauvreté, et donc il va falloir aujourd'hui que tous ceux qui se présentent aient un programme et représente véritablement une alternative pour la population qui a besoin de changement. On sent ce besoin de changement dans la population. Et donc, les noms, oui, il y aura des listes, il y aura beaucoup de candidats, à mon sens. Tous ceux qui s'étaient présentés la dernière fois, je pense qu'ils vont remettre l'ouvrage, ils vont se remettre en lice. Et donc, les successeurs à la candidature de Letchimy ne vont pas manquer, croyez-moi. Bien. Merci Nathalie, on va te retrouver tout à l'heure pour parler un petit peu de la Martinique et la Caraïbe, puisque la Martinique est assise au bureau de la CARICOM, ce qui est pas encore le cas de la Guadeloupe, on est seulement à l'OECS, donc on reviendra avec toi tout à l'heure sur cette question. Là, on va revenir aux questions guadeloupéennes, et je vais poser la question à Olivier Lancien tout de suite. Est-ce que le feuilleton de Gosier est terminé? Je ne pense pas. Non, ça va se poursuivre. Alors, il y a eu plein d'épisodes ces derniers temps au Gosier. Il y a eu le non-vote des délégations générales au maire, qui a ensuite organisé une réunion du conseil municipal où il y avait un vote, mais il a déclaré que ça a été voté à l'unanimité, ce que conteste l'opposition. Il y a eu des plaintes au pénal, des plaintes un peu partout. De son côté, Michel Autain, le maire, a décidé de déposer plainte aussi contre la leader de l'opposition et il a aussi lancé des procédures contre des administratifs de sa collectivité. Alors c'est loin d'être terminé, c'est un feuilleton qui va se poursuivre. Que le préfet aussi a porté plainte. Le préfet a déposé un recours, notamment un référé suspension contre la fermeture des écoles et des établissements publics. Il a gagné devant les juges administratifs et il s'est dit sur l'antenne de Guadeloupe Première qu'il va être très vigilant concernant justement le vote qui a eu lieu pour les délégations générales. Il va suivre ça avec intérêt. Oui. Donc ça veut dire que Gosier est parti dans une turbulence. Ben, oui, et c'est d'autant plus étonnant que lorsqu'il a été élu, c'était une petite surprise parce que tout le monde s'attendait à l'élection de Guy Baclé. Ouais. Et on a pensé que c'était l'homme qui allait un peu ramener le calme et la sérénité. Ouais. Et on a vu au contraire quelqu'un qui prend des décisions un peu à l'emporte-pièce, parce que c'est vrai que l'idée de fermer les écoles... Fermer la commune, correctement. Oui, quasiment. Mais en tout cas, fermer les écoles, c'était presque du jamais vu pour ces raisons-là. Oui, on me dit que Nathalie veut intervenir sur le Gosier. Nathalie, tu suis ce qui se passe en Guadeloupe à ce point-là? Ah oui, mais oui, pour moi, nous avons les mêmes problématiques, et donc c'est très intéressant de suivre ce qui se passe en Guadeloupe, de faire la comparaison. Donc je suis beaucoup l'actualité de Guadeloupe, et puis j'ai une affection particulière pour la Guadeloupe. Au-delà de ça, sur le Gosier, moi, je veux dire, ce qui m'interpelle, c'est vraiment l'exemplarité des élus. Je veux dire que ces comportements-là, quand on est au conseil municipal, part en vrille, qu'on envoie des bouteilles sur d'autres élus, que les écoles sont fermées parce qu'il n'y a pas de délégation, en fait, tout ça, ça participe un peu de la défiance que les citoyens ont par rapport à la politique. Et à mon sens, c'est une question d'éthique. Et ça met gravement en danger la démocratie. Pourquoi est-ce que l'abstention est aussi forte aujourd'hui? C'est parce que devant de tels comportements, les électeurs, ils sont dépités, ils n'en peuvent plus. Et donc le recul de la confiance qui est à moins infini aujourd'hui par rapport aux élus, elle continue de s'aggraver parce qu'il n'y a pas cette dimension d'intérêt collectif.
normalement, des élus sont là pour l'intérêt collectif, l'intérêt de la population. Et en agissant comme ça, on voit bien que, en fait, ils n'en ont rien à faire. Et donc ça, je pense que c'est un vrai danger pour aujourd'hui la démocratie et que les élus devraient avoir aujourd'hui un peu plus le sens de la responsabilité collective. C'est une priorité si on veut aujourd'hui renouer le lien de confiance avec les citoyens qui aujourd'hui est complètement distendu. Et ces comportements-là, à mon sens, sont inacceptables. Et la ville du Gosier, principalement, je pense qu'à un moment, les Goséiens, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Non, je partage ce point de vue. Et c'est un peu ce que j'allais dire. Et je trouve qu'il joue quelque part avec le feu, parce que c'est extrêmement risqué pour, effectivement, pour la démocratie, pour le fonctionnement de la commune et pour lui aussi. Parce que ce sont des décisions qui sont véritablement illégales, qui n'ont en plus aucun sens. Parce que c'est essayer de faire porter le chapeau à l'opposition en fermant les écoles. Bon, c'est gros comme un nez dans la figure et tout le monde l'a vu venir. Honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt qu'il avait à faire ça en mettant en péril le droit des parents et des enfants à avoir une scolarité normale et surtout que ça ouvre la porte à d'autres actions qui peuvent être complètement délétères pour le bon fonctionnement de la commune. Et ça, c'est un comportement qu'on ne devrait pas avoir. Alors, Nathalie, je vais te poser la question, puisqu'on va aborder un problème récurrent à la Guadeloupe, ce problème des accidents sur la route. Hier, il y a eu 5 jeunes qui ont été tués dans un accident d'un seul coup. L'année dernière, on a eu 54 morts sur les routes. Est-ce que les routes martiniquaises sont plus sûres? Alors, non, les routes martiniquaises ne sont pas plus sûres. Nous avons exactement les mêmes problématiques qu'en Guadeloupe. Ce sont des routes qui sont dangereuses, qui ne sont pas éclairées. Il y a beaucoup de problèmes de route. Et puis, il y a des problèmes de comportement d'automobilistes, ça il faut le dire. La vitesse, l'alcool, etc. Donc, on connaît les mêmes problèmes qui amènent à ces drames absolument atroces que l'on connaît. Nous, on a aujourd'hui, le nombre d'accidents a doublé. On a 24 morts contre 12 l'année dernière. Donc, on a aussi la problématique des radars qui sont régulièrement brûlés, remplacés, plus brûlés, plus remplacés, plus brûlés. Donc, ça, c'est incessant. Je crois qu'il y a 28 radars à peu près en Martinique. Bon, la quasi-totalité a été brûlée. Elle a été remplacée, puis de nouveau brûlée, ce qui a accru le nombre d'accidents. Mais au-delà des radars, on peut se demander quelle prévention est faite. Quelle prévention aujourd'hui, ces accidents... alors, on va jamais éviter, on va jamais arriver à un taux d'accident à zéro, mais il faut mettre en place des actions de prévention qui sont beaucoup plus importantes pour éviter ces drames. Et en Martinique, on a exactement ces problématiques de route, ces problématiques de prévention auprès des jeunes. Je crois qu'il faut aller dans les écoles, il faut aller au moment où ils passent leur permis de conduire, il faut trouver des outils, des dispositifs pour que les jeunes puissent prendre conscience de la dangerosité des routes aujourd'hui. C'est fondamental. Olivier, tu penses que les radars ont contribué à la baisse ou ça n'a rien changé? C'est la grande question sur cette question-là. Il y a eu puisque les automobilistes à l'approche des radars font beaucoup plus attention, ils ralentissent, mais c'est pour mieux accélérer juste après le radar. Oui. Donc je ne sais pas si ça a eu un impact conséquent, mais c'était dans la politique de prévention et de répression pour essayer d'endiguer ces accidents. Nous sommes déjà à 20 morts depuis le début de l'année, et surtout des jeunes, des piétons. C'est énorme pour un archipel comme la Guadeloupe, un archipel qui vieillit, un archipel qui voit ses enfants partir et ne jamais revenir, et un archipel qui voit autant de décès. C'est une mécanique qui est enclenchée, et ça fait très peur. Jean-Claude, tu penses que les solutions ne sont pas adaptées à la réalité, c'est ça? Oui, je crois surtout que on reste trop encore sur des solutions qui ne portent plus. Je crois qu'il y a un moment, il faut dire stop et regarder les choses avec lucidité. Il faut regarder ce qu'ont fait les pays qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils l'ont fait,
il faut regarder aussi d'où nous on vient. Alors, Olivier disait qu'on ne sait pas quels sont les résultats effectifs pour les radars. Bon, je tiens quand même à rappeler... Des radars qui existent, parce que... Je tiens quand même à rappeler qu'au début des années 2000, en Guadeloupe, on était entre 85 et 116 morts par an. Et le pic, c'était 2001, on a eu 116 morts. Ouais. Le nombre de morts a commencé à diminuer lorsque le ministre de l'Intérieur, Sarkozy, a installé les premiers radars. Il y avait, je crois, 3 radars seulement en Guadeloupe. Ouais. C'était en 2003. Ouais. Et depuis 2003 jusqu'à 2018, ça a progressivement diminué. Et on est arrivé, je crois, au plus bas. On a eu, il y a une année, on a eu 28 morts. C'était le plus bas. Et puis, depuis, c'est reparti. Et singulièrement, depuis le Covid, on a commencé à brûler les radars. Alors, je ne dis pas que les radars, c'est la solution miracle. Ce que je dis, c'est que quand on regarde les chiffres, indéniablement, ils ont donné un signal. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait à tous les coins de rue, mais ça donnait un signal. On savait qu'on pouvait être flashé. Lorsqu'on regarde ce qu'ont fait les pays qui ont réussi à diminuer drastiquement le nombre d'accidents et donc le nombre de décès, c'est une politique de zéro tolérance. Alors, il y a la solution du Canada, il y a la solution de la Suède, de l'Angleterre, mais ils ont tous fait à peu près la même chose. C'est premièrement de mettre une police de la route, c'est-à-dire c'est des gendarmes qui circulent en permanence et qui surveillent les comportements inadéquats et qui les sanctionnent de manière assez sévère. Et c'est pas seulement... non seulement c'est des amendes, mais c'est aussi la saisie du véhicule, l'annulation des permis, etc. Et ça va très, très, très vite et très, très haut. Et donc, on frappe très fort, très tôt. Et par exemple, en Suède, c'est zéro tolérance. Il n'y a pas de radar en Suède, mais il y a une police de la route. C'est zéro tolérance pour l'alcool. C'est pas 0,20 grammes, c'est 0 gramme. Et à partir du moment où vous avez 0,10 grammes d'alcool dans le sang, on vous saisit le véhicule. On peut vous suspendre votre permis pendant 1, 2, 3 ans. Et je crois que ça doit être couplé, parce que pour faire de la prévention, on en a fait beaucoup ici. Il ne faut pas dire qu'on n'en a pas fait. On en a fait beaucoup, on continue à en faire. Il y a des services qui sont dédiés à cela. Ouais. Il y a des opérations de publicité, les panneaux publicitaires, l'action que mène Maître Copette avec... les ronds-points qui sont aménagés, etc. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut aussi passer à la vitesse supérieure pour véritablement contraindre les gens à reprendre un comportement normal sur les routes, parce qu'on a l'impression que ça va de mal en pis. Juste une précision. Il y a ça, mais il faut aussi améliorer le transport collectif. Parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, et c'est sans doute le cas en Martinique, la voiture est reine parce qu'on en a besoin, c'est un besoin. Il n'y a pas un transport collectif qui fonctionne à plein régime. Oui, mais Olivier, c'est vrai ce que tu dis. Simplement, regarde ce qui se passe en France. Alors, c'est vrai que dans les grandes agglomérations, il y a un système de transport collectif qui est efficace. Alors, donc les gens n'ont pas besoin de voiture. Il est gratuit à partir d'aujourd'hui. Oui, bon, c'est anecdotique. Mais dans les campagnes ou les petites villes en France, il n'y a pas de système. C'est un peu comme nous, il n'y a pas de vrai système de transport collectif qui soit efficace. Donc les gens sont aussi obligés de prendre leur véhicule, de prendre leur voiture. Est-ce que pour autant... on a des taux d'accidents aussi élevés que chez nous. Non. Et dans les autres grands pays, vous prenez l'Angleterre, vous savez très bien qu'en dehors de Londres, les systèmes de transport collectif... Ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe quasiment pas. Mais je crois qu'il faut vraiment donner un coup de stop à tous ces comportements-là, en prenant des mesures qui soient extrêmement, peut-être un peu brutales pour certains, mais en tout cas qui marquent les esprits de façon à vraiment changer les comportements. Parce que les accidents, c'est toujours les mêmes causes, c'est la vitesse, l'alcool, et maintenant les stupéfiants de plus en plus. Regardez, ça fait presque 2 ans que la préfecture a mis en place
des contrôles routiers tous les week-ends. Vous recevez comme moi les bilans tous les lundis. Chaque semaine, et encore la semaine dernière, il y avait 15 suspensions de permis. La semaine d'avant, il y en a eu 35. Et c'est tous les week-ends où il y a des suspensions de permis. Et les suspensions de permis, c'est pas pour un clignotant qui est cassé. C'est vraiment pour soit un excès d'alcool, de vitesse excessive, soit de l'alcool au volant. Et le téléphone aussi. Et le téléphone aussi, bon, ça fait... Juste un petit mot, Nathalie. Je crois qu'au niveau du transport à Fort-de-France, il y a un petit souci en ce moment. Ah oui, pas un petit souci, hein, un gros souci. Hein. C'est très récurrent, hein, les grèves dans le transport. Aujourd'hui, c'est une nouvelle, on va dire une nouvelle grève, hein, c'est-à-dire business as usual, parce que des grèves, il y en a pratiquement tous les mois. Et donc, on a plus de 50 000 usagers aujourd'hui qui sont en grande souffrance, parce que c'est une très grande souffrance pour les gens. Les grèves à répétition, c'est non seulement une souffrance pour les usagers, qui sont en grande majorité, alors oui, ce sont beaucoup de femmes qui sont impactées. Le centre-ville est déserté parce qu'il est essentiellement fréquenté par des gens qui prennent le transport. Et c'est un problème qui n'arrive pas à régler depuis 40 ans. On n'arrive pas à régler ce problème du transport en Martinique. Le transport maritime est à l'arrêt, le transport terrestre est à l'arrêt. Et ça fait quoi? En fait, la conséquence, c'est des embouteillages qui sont monstrueux. C'est des 2 heures d'embouteillage au bas mot. Et donc, la situation est vraiment catastrophique à ce niveau-là. Et donc, la question est, pourquoi n'arrive-t-on pas dans ce pays à résoudre la question du transport? Là, ce n'est pas une question d'État, puisque nous avons une autorité unique qui aujourd'hui a été mise en place depuis plusieurs années, qui s'appelle Martinique Transport, qui devrait régler le problème. Et on s'aperçoit que non seulement le problème n'est pas réglé, mais il a empiré. Donc la question est, aujourd'hui, c'est pas l'État, aujourd'hui, c'est pas le gouvernement français, c'est pas l'État colonial. Ce sont nos élus qui sont incapables aujourd'hui de résoudre ce problème du transport. Et donc là, il y a une véritable difficulté et un véritable questionnement sur nos compétences et sur notre propre gestion. Aujourd'hui, on parle de la gestion de l'eau, de prendre nos affaires en main, de se gouverner soi-même. Eh bien, l'interrogation, elle est fondamentale. Est-ce qu'on est capable de ça quand on voit l'état de ce pays, et l'état singulièrement des transports, hein? Et donc, je voulais ajouter sur les accidents. Tant qu'on n'aura pas, tant que l'État, en fait, que ce sera perçu, que ce soit les radars ou alors le permis à points ou tous les dispositifs, les contrôles routiers, tant que ce ne sera pas considéré par les automobilistes, parce que moi, je pense que tant qu'on n'a pas l'adhésion des personnes concernées, tant qu'on n'a pas l'adhésion des citoyens, tant qu'on fait des choses où ils ne se sentent pas intégrés, je pense que ce sont des dispositifs qui sont voués à l'échec. Et donc, c'est souvent perçu, que ce soit les contrôles routiers, que ce soit le permis à points ou que ce soit les radars, comme des instruments de répression. Or, ils doivent être vécus comme des éléments de répression. Et souvent, ça marche comme des pompes à fric. Les radars, pour eux, ce sont des pompes à fric. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont mal positionnés, qu'on ne leur explique pas qu'ils sont à des points accidentogènes. Et donc, il faut aujourd'hui, à mon avis, revoir le sens de ces dispositifs pour qu'ils soient mieux perçus par la population, mieux acceptés. Et je suis d'accord, il faut une tolérance zéro pour que les gens sachent que ce n'est plus permis. Bien. Mais oui, le transport en Martinique aujourd'hui, c'est, à mon sens, le symbole de l'échec de la politique et de l'échec de nos propres compétences et de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. Et ça, je dois dire que, franchement, c'est navrant. Bien, merci Nathalie. 13h08, on va prendre une première pause. On se retrouve tout à l'heure. Pour la suite, on va parler du pape guadeloupéen. Tout à l'heure, mais oui, nous n'y sommes pas guadeloupéens. Et on reviendra un petit peu sur le problème des sargasses, parce que je crois que ça se pose aussi en Martinique, mais en Guadeloupe. Et elle disait que beaucoup de problématiques ne sont pas résolues. Le problème des sargasses est loin, très loin d'être résolu. À tout de suite. Voilà, c'est la deuxième partie du
du BMG aujourd'hui avec Olivier Lancien, Jean-Claude Roy et notre consoeur de Martinique, Nathalie Josse. On a déjà parlé, bien sûr, de l'accident de la route. On a parlé aussi tout petit peu politique en Guadeloupe et en Martinique. Et je pose la question. Dans 2 mois, pratiquement, on aura un congrès en Guadeloupe et l'objectif du congrès, c'est l'Assemblée unique. Est-ce qu'aujourd'hui, le bilan est positif pour l'Assemblée unique d'une manière générale? Alors, voilà. C'est une question qui est compliquée à répondre. Pourquoi? Parce que, voilà, on est à la moitié de la mandature. Mais aujourd'hui, on sait que le bilan économique, en tous les cas, de la CTM n'est pas à hauteur de ce que l'on attendait. De même que la fusion des 2 collectivités, aujourd'hui, elle est un peu remise en cause par certains en disant que peut-être qu'on était mieux avant. Oui, il y a, il y a cette interrogation. Est-ce que ça a été une bonne chose? Parce que dans les faits, on n'a pas vu véritablement d'amélioration ni de la situation économique, ni de la situation sociale, ni de la situation d'éducation. Au contraire, comme je vous le disais et comme je le répète, parce que les chiffres sont là, le dernier rapport de l'INSEE, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un recul de l'activité économique, il y a un recul aujourd'hui à peu près sur toutes les thématiques que l'on connaît, que ce soit sociétale, que ce soit environnementale. Il y a des progrès, bien entendu, il y a des progrès dans certaines choses, mais à côté de ce qui ne marche pas, je dois dire que le bilan aujourd'hui est plutôt négatif et donc la CTM, c'est une entité que les gens, si vous voulez, aujourd'hui, que les Martiniquaises et les Martiniquais n'ont pas entièrement approuvé, ils n'ont pas vu aujourd'hui, on ne voit pas les effets positifs d'avoir une seule collectivité. Donc, ça n'a pas eu des effets escomptés. En termes de mutualisation des moyens, on sait là aussi que ça n'a toujours pas bien fonctionné, puisque les doublons, tout n'a pas été résolu en termes de doublons de personnel, etc. Donc, aujourd'hui, dire que la collectivité de Martinique c'est une réussite et que ça a été la bonne solution, je ne sais pas si c'est perçu comme ça par la plupart des citoyens aujourd'hui. Mais bon, merci Nathalie. Donc, Jean-Claude, ça veut dire que mieux vous... Non, mais justement, j'allais lui poser une question là-dessus. Est-ce que, à la base, le choix qui avait été fait par les élus martiniquais de la création d'une collectivité un peu à 2 têtes, contrairement par exemple à la Guyane, est-ce que ça, à la base, déjà, ça n'avait pas un peu vicié le problème, dans le sens où ça avait apporté beaucoup plus de complications que de fluidité dans la prise des décisions? Alors, je n'ai pas... Oui, je disais que le choix parce que la collectivité en Guyane, elle est un peu calquée sur ce qu'était le conseil régional. Alors qu'en Martinique, il y a une espèce il y a un exécutif, il y a un président de l'Assemblée, le mode de scrutin lui-même est assez complexe, pour ne pas dire plus. Est-ce que ça, à la base, ça n'a pas un peu vicié le problème, ou ça a donné moins d'agilité à la CTM que ça aurait dû le faire? Oui, absolument. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on a opté pour un conseil exécutif où tous les pouvoirs sont finalement concentrés dans les mains de petits nombres, seuls, avec une présidence omnipotente. Et ça a généré évidemment beaucoup de difficultés. Donc, il n'y a pas ce partage de responsabilités, ce partage des tâches. Et donc, on a aujourd'hui une centralité à la CTM qui, pour certains, est problématique et qui ne permet pas justement de faire avancer les choses comme en Guyane, où beaucoup de gens, pendant les élections de la CTM, avaient souhaité justement qu'on ait le même mode de fonctionnement que la CDG, qui, comme tu l'as rappelé, fonctionne, eux, avec... qui n'a pas de comptabilité. Oui, c'est un peu comme un conseil municipal ou un conseil régional. Voilà. Et est-ce que pour autant, justement,
les problèmes qui existent actuellement à la CTM, est-ce que ça, ça nuit aux velléités d'avoir plus de compétences, d'aller vers plus d'autonomie, ou voir évoluer vers l'article 74, voire plus? Est-ce que ça, du coup, s'est mis sous le boisseau à cause de ces problèmes économiques? Mais, bien entendu que ça nuit à cet article-là, puisque on voit bien que concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul exécutif n'a pas fait avancer les choses. Et que, comme je le disais tout à l'heure, la compétence par nous-mêmes, la gestion de nos propres affaires ne fonctionne pas finalement. Il y a un échec flagrant à ce niveau-là. Et donc cette idée même d'autonomie et de gestion de nous-mêmes par nous-mêmes a pris du plomb dans l'aile. Hein. Les électeurs, les citoyens, les milieux économiques sont très réservés aujourd'hui quand ils voient le résultat, quand ils voient les chiffres de l'économie. Donc ça a fait, à mon sens, beaucoup reculer justement cette idée de notre gestion propre, de l'idée d'autonomie, et encore plus de l'article 74. Parce que beaucoup se disent, bon ben, si c'est pour aller dans l'article 74 et pour avoir ces résultats économiquement, ces résultats tous les critères, tous les voyants de la société sont rouges, ça, évidemment, ça fait reculer dramatiquement l'idée d'une autonomie de ce territoire. Bien, on va parler un petit peu de notre pape, puisque la semaine dernière, ici même, on disait que est-ce que la fumée blanche va donner un pape noir? Finalement, on n'a pas eu de pape noir, mais on a un pape guadeloupéen, on va dire, pour aller vite. Olivier, ça t'a surpris? Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est la rapidité d'élection. 2 jours, c'est assez inédit de voir qu'un pape ait la majorité des 2 tiers des cardinaux. C'est assez rare. Peut-être que le Léon XIV a fait l'unanimité au sein des cardinaux, mais il s'est dit que ça avait déjà été discuté bien en amont. Ah non, c'est pas une surprise dans l'enceinte, enfin... on ne sait pas, on ne saura pas. On ne saura pas. C'est très secret, mais généralement ça dure. Il ne faisait pas pour autant partie des ultra favoris. D'ailleurs, lorsque la fumée blanche était apparue, il y a beaucoup de journalistes qui disaient si ça a été aussi vite, c'est peut-être parce que c'est le cardinal italien là, qui était un grand favori, qui a été élu. Il n'en a rien été. En fait, moi, ce que je crois, c'est que c'est d'abord l'élection des hommes de François. Parce que c'est son équipe, en fait. 108 cardinaux sur les 135 qui ont voté. Ouais. Donc, c'est pas rien. Donc, je pense que ce sont les gens qui sont... Enfin, ceux qui étaient dans sa ligne, et donc qui se sont mis d'accord sur ce nom-là. Et bon, c'est pas quelqu'un qu'on connaissait, mais quelque part, il allie beaucoup de... il coche beaucoup de cases. Parce que bon, c'est vrai qu'il est américain, mais si vous avez bien observé, lors de sa première intervention, il a remercié l'Église du Pérou en espagnol. Il n'a pas fait allusion du tout aux États-Unis. Donc il s'est positionné... Et pourtant, on a vu Trump en pape la semaine dernière. Comment? On a vu Trump en pape. Oui, mais bon, ça c'est pour le folklore. Mais en tout cas, lui, il s'est positionné d'emblée comme étant un homme du Sud. Et bon, François était argentin. Dans la ligne François était argentin, lui, il se positionne comme étant péruvien. Oui. Bien qu'il a une palette de points d'appui qui est beaucoup plus large. Et bon, le discours qu'il a fait lors de sa première messe aussi, il s'est vraiment mis non seulement dans les pas de François, mais je pense qu'il va essayer d'aller encore plus loin au niveau du monde entier, puisque
Non, il viendra peut-être en Guadeloupe, je suis sûr, ça. Ça, je ne sais pas. Je sais oui. on a été déterrés des ancêtres, des arrière-ancêtres. Ah, ben, nous avons tous une généalogie ici. Honnêtement, je ne suis pas très sûr. Au-delà, pour être dans la même lignée, pour rendre hommage à un grand auteur, on dirait que c'est un pape du tout monde, de la créolité en lui-même, parce que c'est du métissage, ce sont des échanges, et peut-être que c'est un contre-pied à Trump, justement, qui est sur une ligne très droitière. Lui, il est un peu plus ouvert, même si dans la doxa religieuse, il est un coup très rigide, un coup beaucoup plus progressiste. Ouais. Bien. Moi, bon, c'est un fait que en matière diplomatique, c'est une prérogative de l'État. Oui. Et c'est une prérogative même du président, plus que du ministre des Affaires étrangères. Mais néanmoins, c'est un pas dans le bon sens, dans le sens du rapprochement. Et ça permet aussi de faire peut-être plus d'ouverture dans des domaines qui sont moins sensibles. Pas dans des domaines diplomatiques purement, pas dans des domaines militaires, mais dans des domaines culturels, sportifs. Commencer à entreprendre des échanges dans l'éducation, commencer à se mieux connaître entre Caribéens, commencer aussi, pourquoi pas, à augmenter le nombre d'échanges économiques. Tout ça, je pense que c'est permis. Il ne faut pas non plus rêver d'un coup d'un seul qu'on va devenir un pays à part entière dans la Caraïbe. Il faut, je pense, à mon avis, essayer de contourner justement ces contraintes diplomatiques et de commencer à faire, de commencer à entreprendre des relations, commencer à faire de façon à ce que ça devienne un réflexe, ça devienne plus naturel d'échanger avec nos voisins de la Caraïbe. Parce que nous sommes par rapport à la Martinique. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on sorte de cet état d'esprit un peu de relations humanitaires, parce qu'on a fait ça pendant des années, on continue un peu à le faire. Il faut vraiment commencer à entreprendre des relations d'égal à égal, et pour faire du business aussi, faire des échanges socioculturels, mais plus aller, se penser comme étant soit supérieur, soit inférieur en fonction de l'endroit où on se trouve. Voilà, c'était notre dernier point aujourd'hui. Nathalie, on te remercie. C'est moi qui vous remercie. On aura l'occasion de te recevoir dans d'autres circonstances, parce qu'aujourd'hui, il y avait une étape importante du Grand Prix du département. Donc, on n'a pas pu faire le Zoom, mais la prochaine fois, on pourra te voir réagir en direct. En tout cas, merci à toi. Et non, c'est vrai. Quelquefois, on oublie un petit peu trop ici en Guadeloupe de parler de la Martinique, parce qu'il y a des choses qui se font là-bas. Et je pense quand même que, même si nous pas même bagaille, même bité, même bagaille, mais en fait, c'est important d'avoir un petit focus sur la Martinique. La coopération régionale, là aussi. Tout à fait. Et en ce sens-là, on te remercie pour ta participation. Merci à Olivier aussi, merci à Jean-Claude. Il est déjà l'heure de passer à l'information. Et tout de suite, on va enchaîner avec la Caravane des droits, le reportage de Solène Fèvre. C'est parti. C'est la 8e édition de la Caravane des droits. Donc c'est une des actions du dispositif APEM en des droits hauts en Guadeloupe, mise en place par le département, la préfecture de la région de Guadeloupe, l'Office français intégration et immigration, l'Union départementale des CCS, France Travail, la CAF et la CGSS et la MDPH. Donc on est ensemble pendant 3 ans, de 2024 à 2026, pour essayer d'améliorer les conditions des personnes et notamment de favoriser l'accès aux droits, comme aujourd'hui dans les caravanes des droits. C'était très important pour la DRFIP d'être présente à cette caravane des droits. Alors nous sommes partenaires de longue date de la manifestation, mais ici particulièrement parce qu'on est au plus près de la population qui, à l'occasion de ces courses, peut venir se renseigner. Nous sommes en pleine campagne de déclaration des revenus et nous allons vers les usagers pour répondre à leurs questions, pour les accompagner et les aider à remplir leur déclaration de revenus. On a une caravane un peu spéciale et spécifique qui est vraiment en lien avec la place qu'on nous a accordée. C'est vraiment aujourd'hui une nouvelle expérience pour nous de venir à Destréland dans un format un peu nouveau.
On savait qu'on allait rencontrer beaucoup plus de personnes, comme on le sait, tout le monde est ici, hein, en Guadeloupe, à Destréland. Nous aussi, Caravane des droits, il fallait qu'on y soit. Et c'est vraiment important, même si on n'a pas de difficultés, on a des informations, on peut donner des informations aux autres, on peut informer sa famille, ses amis, ses voisins, c'est vraiment ça l'intérêt. D'où notre slogan, pas paie mon des droits. N'ayez vraiment pas peur d'aller demander vos droits. Et on est là aujourd'hui, dans toutes nos caravanes des droits, 2 fois tous les mois, enfin 2 fois tous les ans, pardon, tous les 2 mois, de le mettre en place. C'est ma nièce qui travaille au France Service à Bouillante qui m'a insisté de venir. Et ça me fait vraiment plaisir de venir parce que j'avais 3 renseignements. Et au niveau de NDPH, au niveau de la sécurité sociale, et honnêtement, c'était très agréable, l'accueil, ils étaient souriants, et puis ils avaient le temps de répondre sans stress. Honnêtement, c'était très bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir le SRAND. Et normalement, ils devaient faire ça plus souvent. Même à l'ère du numérique, on a besoin d'accompagnement et c'est pour ça, hein, ça a toujours fait partie de la stratégie de la Direction régionale des finances publiques, d'accompagner. On dématérialise, mais aussi on accompagne les usagers qui en ont besoin, qui ont besoin de ce contact, parce que c'est pas parce qu'on va pas, on va déclarer en ligne, on a quand même besoin de renseignements et donc d'où l'importance pour nous d'aller vers les usagers. Franchissez nos portes, venez vous voir. Et si on ne passe pas dans vos communes, allez surtout dans les France Services, qui ont l'ensemble de ces aussi des dispositifs qui peuvent répondre à vos questions. On en a 32 en Guadeloupe, dont 5 bus. Et l'ensemble des informations en termes d'horaire, de fonctionnement, c'est sur le site de la préfecture. Visiblement, les choses ne s'améliorent pas à Fort-Royal. Vous savez qu'il y a une problématique depuis déjà plusieurs semaines. La SDM n'arrête pas de se positionner, de poser des bonnes questions. Et ces jours-ci encore, il y a eu détention devant le Fort-Royal. Reportage Nicolas Atchi, on regarde. Le 2 mai, nous faisons réunion à la région où tenir Michel Malemé, tenir la région et tenir collectif là. Nous tenons aussi des députés là. Là, ils prennent une décision que la parcelle AE37 sont parcelles qui appartiennent à la commune d'Ié. Parcelle là, ça, ils ont fait une activité commerciale si et ils n'ont pas payé rien sans autorisation. Malemé dit qu'il a tirer bailler là pour qu'il puisse jouir des parcelles là, des terrains comme bon lui semble. Donc, il décidait de venir, il dit nous comme ça qu'il a tirer bailler là, et nous entendons nous assis à ce que bailler la sortie le plus rapidement possible. Michel Charles s'est même proposé le samedi, le 2 c'était vendredi. Michel Charles s'est proposé le samedi et nous attendons et nous dit comme ça qu'à partir du moment que bailler là ça, eh bien il sortit, eh bien il a fait le nécessaire. Là, nous rendons compte que bailler là pas sorti, d'accord, et nous rendons compte que eh bien, Michel Anglais, vous voyez, Mounayo, puis vous frappez des gens qui sont parcelles qui ne peuvent rien avoir Fort-Royal. L'autre fois, en Lépon là, ils ont blessé 3 madames. Ils ont chargé 3 madames qui fait l'hôpital. Hein? Et des gens qui ont plus de 70 ans, 79, 80 ans, ils ont chargé. Hein? C'est ces mêmes bandes de policiers là, ça. Je dis là, ils viennent là, ils ont rechargé encore, ils ont chargé qui moun? On handicapé qui était cisé, et ils ont tiré, ils ont traîné. Hein? Un grand homme qui paye papa, grand-papa. Ça, c'est honteux. C'est honteux. Et en plus, ça se passe toujours à derrière. Considérez que derrière, c'est la pute. Et qui m'a commandé ici? Qui m'a commandé derrière? Ah ben, c'est Michel Anglais. C'est dommage, mais nous pouvons sortir là. Et je là, nous déterminons à arrêter. Tant que ces poteaux-là, ça n'a pas sorti, eh bien, nous pouvons effectivement là. Alors, nous, plus que jamais, le combat continue. Aujourd'hui, à voir ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé avec l'affaire Jean-Pierre, à voir ce qui s'est passé avec M. Lascari, nous disons que ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est effectivement, encore une fois, eh bien, ils vont dire que oui, mais sont des beaux, qui a dit ça, sont en bavure policière, et que, mais il y aura des montants beaux, qui n'y ont canne. Alors, l'autre jour, c'était les femmes,
et maintenant, eh bien, c'est quelqu'un qui est en situation de handicap. Voilà ce qui se passe à l'IA. Et c'est une problématique que nous suivons depuis déjà plusieurs semaines. Avant de partir au Pays Grand-Anse, au contrat de Pays Grand-Anse, on va aller faire un petit tour à Petit-Bourg. Petit-Bourg, il y avait une rencontre autour d'une poétesse petite bourgeoise, puisque, vous le savez, le maire de Petit-Bourg a décidé de valoriser, comme on dit chez nous, de glorifier les écrivains, les artistes de Petit-Bourg. Et c'était hier soir le tour d'une écrivaine qui n'est pas encore assez connue. Reportage, tout de suite, Stéphane André. Nous sommes actuellement au foyer socio-culturel de la ville de Petit-Bourg et nous sommes ici dans le cadre du premier recueil de poésie de Madame Aurélie Brivert, qui est une artiste de Petit-Bourg. Depuis tantôt, la ville de Petit-Bourg tend à mettre en lumière tous ces artistes, artistes en herbe, artistes confirmés, et du coup Madame Brivert en fait partie, et donc c'était tout à fait l'occasion pour nous de pouvoir la mettre en lumière, comme on met d'autres artistes en lumière, comme Hicham Calvados par exemple, et bien d'autres artistes qui sont sur le territoire de Petit-Bourg et qui œuvrent au-delà de la Guadeloupe. Et bien, il est temps pour nous de pouvoir les mettre à l'honneur ici, même dans leur ville de naissance ou bien de leur ville d'adoption. Aujourd'hui, c'est une énorme satisfaction. Et puis, je dirais toujours un grand étonnement, hein, parce que lorsque c'est sa mère, on a, je pense, du mal à percevoir les choses et puis on attache de l'importance, mais à comprendre vraiment ce qui se passe. À donner de la valeur à ce qu'elle fait, même si je regrette. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'accomplissement, on va dire, de toutes ces œuvres, de ces belles choses qu'elle a faites pendant ces années. Et puis, c'est une récompense pour elle. Voilà. Donc, franchement, je remercie la ville. Et en plus, comme elle a dit, ce lieu qui lui est cher. Donc, pour moi, c'est que du bonheur et c'est une joie. Alors, je suis très touchée et je ne m'y attendais pas. Parce que je n'ai rien demandé. J'ai simplement, je devais recevoir mes amis. Donc, aujourd'hui, chez moi, on était peut-être 25 ans. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi pas inviter quelqu'un de la municipalité qui pourrait se joindre à nous. Et en téléphonant à Mme Coudert, elle me dit, ne quitte pas. Et puis, ça s'est enchaîné ce moment-là. Et ce jour-là, j'ai pleuré parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je me retrouve ici aujourd'hui. Donc, comme il vient de dire, ça, on peut savoir récolter, pas savoir planter. Mais en tout cas, je suis là. Et en plus, je me retrouve à un endroit où c'est là que j'ai appris à lire et à écrire. C'est là que j'ai appris à compter, l'école des filles de Petit-Bourg. C'est là que je venais, je récitais les poèmes de Victor Hugo, les femmes de La Fontaine. Et je me retrouve aujourd'hui avec mes poèmes. C'est extraordinaire, je vous assure que c'est extraordinaire. Voilà, il est l'heure de prendre la dernière pause. On va se retrouver tout à l'heure avec nos derniers invités, Ronito Céligny et Madeleine Marian. Tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir Ronito Céligny. Bonjour. Bonjour. Ce modèle élégance Guadeloupe et puis du catwalk, modèle élégance France 2025. Exact. Avec lui, on va parler de ça. Et puis, on va recevoir aussi Madeleine Marian. Bonjour. Bonjour. Miss Élégance Nationale Guadeloupe 2024. Alors c'est deux jeunes qui sont dans l'élégance. Alors, moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a branché sur ces deux concours? Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé à ces concours? Pour moi, personnellement, c'était une envie, une passion, puisque je suis déjà dans le modèle de la mode, on va dire. Vous étiez déjà dans la mode? Voilà, je pratique... Comme mannequin? Mannequin, voilà, exactement, donc en Guadeloupe. Oui. Et on m'a présenté cette opportunité, et pour moi, ça a été une belle opportunité, et je suis partie pour le coup représenter la Guadeloupe à l'élection Miss Élégance Nationale en France. Oui, ça s'est passé il y a quelque temps? Oui, la semaine dernière. La semaine dernière? Alors comment ça s'est passé? Je suis partie 9 jours pour la préparation du grand show final. Durant les 9 jours, on a fait beaucoup d'activités, beaucoup d'exercices, beaucoup de coaching pour préparer l'élection finale. Et que vous dire de plus? De plus, alors moi j'ai envie de savoir, est-ce que quand on va à ce genre de concours, c'est la porte ouverte pour le concours de Miss Guadeloupe ou Miss France après? Ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Ça n'a strictement rien à voir, ce sont deux comités différents. C'est deux choses différentes? Oui. Oui, mais enfin quand même.
qu'on est élégante, une jolie fille, jolie jeune femme. Bon, Miss Élégance, d'accord, mais vous allez vous arrêter là? Non, pas forcément, ça dépend de tout un chacun. À mon niveau, j'ai l'envie de faire d'autres concours, effectivement, mais les critères sont différents. D'accord. Et la concurrence était dure à Paris, enfin en France? Nous étions 20 candidates, donc oui, quand même. Oui. C'était... 20 candidates de toute la France? Exactement. Ouais. Donc il y avait 20 régions qui étaient représentées, la Guadeloupe y compris. Mais là, au niveau concurrence, on va dire que oui, mais c'était quand même une belle équipe de belles candidates et il y avait beaucoup d'entraide et beaucoup de belles âmes, en fait. Ouais. Et quel sentiment vous êtes reparti à quel sentiment à la suite de ce concours? Mais je suis partie satisfaite totalement, puisque c'était une très belle expérience. On a fait de très belles rencontres, même si c'était 9 jours de préparation intensive, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On repart grandi et avec de nouvelles perspectives. Alors justement, la prochaine étape, ce sera quoi pour vous? En ce moment, du coup, je dois d'abord représenter toujours la Guadeloupe à mon niveau, parce que je suis toujours Miss Élégance nationale Guadeloupe 2024. Et c'est uniquement à partir de l'année prochaine que je pourrai voir pour comment dire, pour autre chose. Bien, alors je me tourne vers Roinito Cellini, c'est à peu près les mêmes questions. Comment vous êtes arrivé à participer à ce concours, le prix du Catwalk? Ben, du coup, comme l'a dit notre Miss, ce qui nous lie, c'est la passion pour la mode. Donc, du coup, c'est... Comme vous aviez déjà avant? Oui, voilà. Donc, je suis un passionné de mode. Voilà. Donc, du coup, je me suis inscrit au casting de Modèle Élégance Guadeloupe. Et donc, du coup, c'est un titre que j'ai remporté en décembre dernier. Et à l'issue de ça, en étant élu, donc on représente notre île à l'échelle nationale au concours Modèle Élégance France 2025. Oui. Où nous étions... Vous étiez déjà aussi mannequin? Alors, pas mannequin, non. Je suis un passionné de mode, mais je ne fais pas encore de mannequinat. Donc, peut-être qu'à l'issue de ça... C'est prévu, oui, voilà. Là, c'est prévu. Tout ce qui sera shooting photo, voilà, modèle photo, voilà, oui. Donc voilà, du coup, je reviens tout juste de la finale qui s'est déroulée le 26 avril 2025 en Châlons-en-Champagne. Donc, c'est compliqué? Compliqué, non pas vraiment. Nous étions 18 candidats, voilà, 18 régions de France qui étaient représentées à ce concours national. Et vraiment, j'en tire une belle expérience. J'ai découvert des personnalités différentes. Ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, j'ai représenté notre bel archipel au mieux, voilà, en me démarquant sur scène. Et voilà, en remportant le prix du Catwalk. Alors, quand on a le prix du Catwalk, ça veut dire qu'on a quelque chose de supérieur aux autres. Alors, supérieur, particulier, je dirais. C'est que j'ai su me démarquer sur scène. Donc, j'ai été repéré aussi. Voilà. Donc, la Guadeloupe était bien représentée sur scène, on dirait. Voilà. Oui. Alors, quand on est passionné de la mode, ça veut dire que même en dehors du concours, chez vous, vous êtes toujours, comme on dit, au quatre épingles? Pas toujours au quatre épingles, puisque l'élégance et la mode, ça peut être de façon très simple, ça peut être aussi très classe. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans l'extravagance. Donc, c'est dans sa façon d'être aussi au quotidien, tous les jours. Hein, c'est pas que sur une tenue vestimentaire que sur les élégances. C'est important, l'image de soi, c'est important, tout à fait, mais pas que. Voilà. Oui. Alors, je pose des questions comme ça. Bien sûr. Quelle est votre couleur favorite quand vous habillez? Ma couleur favorite, moi j'ai toujours tendance à préférer le noir, parce que le noir c'est une couleur qui passe partout et c'est une couleur qu'on peut associer à pas mal d'autres couleurs. Oui. Donc voilà, et ça reste toujours classe et élégant d'être pour ma vêtue de noir. Alors pour les hommes qui nous regardent aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes comme moi, quelle est la bonne tendance au niveau du vêtement aujourd'hui? La bonne tendance, c'est ce qui reflète au mieux sa personnalité. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne tendance en fonction de ses choix, de ses goûts, de ses couleurs. Donc voilà, l'essentiel c'est de bien tout harmoniser. Mais la mode, c'est une question aussi de vision. Donc même s'il y a quelque chose de très tendance, on n'est pas obligé de suivre forcément la mode. La mode peut être aussi sa personnalité et ce qu'on choisit de porter. Voilà, pour moi, c'est mon opinion. Parce qu'à un moment donné, en Guadeloupe, je dis ça pour vous, mais je suis valable aussi pour Madly, la mode, c'était de porter des marques. Pas pour tout le monde. Oui, non, porter des marques, ça peut être bien, mais on peut avoir d'autres vêtements très simples qui font l'élégance et la beauté.
C'est pas une question de marque pour moi, en tout cas. Madeleine, quand vous allez chez un couturier, vous avez des choix particuliers? Je ne vais pas forcément chez un couturier. Comme il disait, l'élégance et la mode, c'est pas forcément associé à une marque ou effectivement le fait main. Non, mais il y a des gens qui choisissent d'aller chez un couturier pour tailler leurs vêtements, avoir des vêtements qui correspondent à leur personnalité. Oui, il y a des gens qui le font, effectivement. Vous ne le faites pas, vous? Moi, non. Honnêtement, non. J'ai effectivement beaucoup de monde de par mon passif avec le mannequinat. J'ai effectivement beaucoup de créateurs dans mon entourage, mais c'est vrai que c'est pas forcément vers ces personnes ou vers ce type de prestations que je me tourne pour pouvoir m'habiller. Je vous invite un petit peu. La mode aujourd'hui, c'est le long, le court pour les femmes? C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux et l'entre-deux. Puisqu'on porte du court, du long, du mi-long. Et c'est en fonction de la personnalité, en fonction de ce qu'on veut représenter au jour. Et vous aimez le long, le court? Je porte de tout. Les deux aussi? Je porte de tout. Je vois que du court. Hein, aujourd'hui, oui. J'ai l'impression que je vois même à l'image. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de court. Et quelle est votre couleur favorite? Le noir. Le noir aussi? Oui. Ah non, mais c'est quoi? L'élégance rapproche aussi des passions. Hein? Oui. Ah d'accord, donc c'est la couleur, c'est le noir. En fait, c'est la couleur aujourd'hui, c'est le noir. En tout cas, pour Modèle Élégance Guadeloupe 2024 et pour Miss Élégance Guadeloupe 2024, oui. D'accord. Et pour les hommes, les cheveux? Alors, les cheveux, c'est un choix. Alors, nous sommes dans la Caraïbe et effectivement, on peut avoir de tout. On peut avoir des cheveux longs, des cheveux mi-longs, courts. Et on a aussi quelque chose de très identitaire, donc, comme moi, donc les locks, qui fait très caribéen. Et voilà. Donc, il y a de tout. Il y a de la diversité, en fait. La mode, elle est très diversifiée. Les femmes n'aiment pas les locks? J'ai des locks. J'ai des locks. Ah, vous avez des locks? Oui. Mais c'est qu'on ne les voit pas très bien. C'est la couronne. Il faut venir regarder. En tout cas, bravo en tout cas, pour votre parcours, puisque le catwalk, vous l'avez gagné parmi 18 candidats. 18 autres candidats. Enfin, nous étions 18, donc parmi 17 candidats, voilà, j'ai décroché le prix du catwalk. Oui. Alors, quelle va être la suite pour vous? Alors la suite, comme l'a dit notre Miss, donc ça va être de continuer à représenter la Guadeloupe. Il y a autre chose qui est prévu, d'autres choses? Pour l'instant, ça va être aussi de se préparer aussi donc pour mon successeur qui va représenter l'année prochaine, si Dieu veut, donc la Guadeloupe à Modèle Élégance France. Donc ça va être un travail de recrutement déjà et de préparation et voilà, accompagner au mieux ce futur candidat et pour qu'il puisse faire bien plus que ce que j'ai fait en tout cas moi. Pas de vision pour M. Guadeloupe? Comment? Pas de vision pour M. Non, pas de vision pour M. Guadeloupe. Non, on restera toujours dans tout ce qui sera modèle, photo, voilà, défilé, show, mode, voilà, plus ça. Et pareil, elle m'a dit qu'elle n'ira pas à M. Guadeloupe cette année. Mais j'aimerais bien, mais dans tous les cas, je n'ai pas les critères pour pouvoir y participer. Tout simplement. Bien. Écoutez, content de vous voir et je suppose que les gens qui nous regardent doivent être contents de voir que le Guadeloupéen arrive au niveau français à montrer notre capacité à la mode. Oui. Et à devenir des gens très élégantes. Alors, juste une dernière question pour vous deux. Comment vous définissez l'élégance en Guadeloupe? En Guadeloupe? Oui. Mais c'est quand on met en valeur aussi pour moi toute notre richesse, donc tous les créateurs, voilà, tout ce qu'on met en avant et qui fait la beauté de la Guadeloupe, voilà, tout le travail et la richesse dont on est fier d'avoir. Voilà. Madeleine, pareil? Pareil, j'ajouterais également que c'est une façon d'être, une façon de se comporter, une façon de parler, une façon d'être perçu par rapport à ce qu'on offre au monde, en fait, tout simplement. C'est dit, voilà, 13h52, merci. On va revenir à l'actualité. Contrat de pays à Lance Bertrand. C'est un reportage de Charlie Dagonia, c'est parti. Le département intervient dans pratiquement 40% des projets dans des axes de la culture, puisque c'est notre priorité. On va mettre un certain nombre de manifestations, on va les accompagner. Festival des belles paroles, effectivement, un mémorial des ancêtres également. Et puis dans le domaine social, puisque la maison des associations au niveau donc, du CCAS, il y a tout un ensemble d'actions à l'initiative de la ville et que nous allons pouvoir également accompagner. Nous avons signé avec le département un contrat pays qui nous engage durablement,
qui nous engage aussi à répondre aux attentes de la population, puisque ce contrat a été fait en collaboration avec le département après avoir pris en considération les besoins de cette population. Et donc, il y a des projets structurants, il y a aussi des projets qui mettent en lumière la vie culturelle à Anse-Bertrand, la vie associative, mais aussi mémoriale des ancêtres. Et je tiens surtout à rappeler que la plupart de ces projets sont des projets, je ne dirais pas anciens, qui avaient déjà initié depuis un certain temps, mais à cause de l'augmentation du coût des matériaux, il a fallu revoir le plan de financement. Dans le domaine sportif, effectivement, puisque le plateau sportif Lilian Thuram, nous allons pouvoir intervenir sur l'ancien camp militaire également, et bien sûr en termes d'aménagement. Donc je suis très satisfait des différents projets. En plus, ce qu'il faut souligner, ce sont des projets très concrets qui vont pouvoir se mettre en œuvre très rapidement, donc dès 2025. Et j'ai eu l'occasion de préciser au maire la qualité donc, des échanges avec l'administration communale et l'administration du département. Nous allons pouvoir, je dirais, lancer donc, la consultation des entreprises et pouvoir commencer ces projets avant la fin de l'année 2025. Je rappelle que pour les contrats pays, nous faisons un suivi régulier, mais il y a un prêt global qui est fait tous les 6 mois et une fois par année, je reviens avec les élus pour qu'on puisse se rendre compte de l'effectivité donc, de nos engagements. Donc, très satisfait aujourd'hui. Et puis, ce que nous voulons, c'est que d'ici le 30 juin, que tous les contrats pays soient signés. Voilà, ça va être notre dernier sujet, puisque on va terminer celle de ce vendredi, vendredi 9 mai. On va voir un peu comment les employés municipaux ont été mis à l'honneur. C'est un reportage d'Olivier Félix sur place. Le conseil municipal a souhaité honorer l'ensemble des agents pour leur engagement, mais surtout ces nombreuses années offertes au service de la ville de Cap-Esther-Bello. C'était aussi un engagement que nous avions pris depuis notre arrivée. Donc ça marque pour nous une étape, c'est-à-dire que nous continuons à mettre à jour la carrière des agents, ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité sur le suivi. Et c'est l'occasion maintenant de leur remettre cette médaille du travail qui salue pour certains plus de 30-40 ans au service de la collectivité. Nous allons aussi faire un petit clin d'œil à celles et ceux qui sont partis à la retraite. En gros, c'est un moment pour pouvoir se retrouver et surtout qu'ensemble, nous puissions nous retourner sur le travail qui a été fait pour Cap-Esther et pour les Cap-Estériens. C'est avec bonheur déjà qu'on recevra la médaille d'argent là. Par la suite, on signe Vermeil, signe Or. C'est que toujours avec beaucoup d'honneur quand on recevra. Après tant d'années de service au sein de la commune là, un petit chapeau. Bien de fierté aussi de voir que nos efforts, nos travail, de ce qu'on donne tous les jours, que ça rapporte quelque chose. On reconnaît à travers cette reconnaissance. Aujourd'hui, 163 récipiendaires. Donc, c'est près de la moitié du personnel, puisqu'il n'y avait pas eu de cérémonie depuis 2018. C'est dire que cela était pour nous aussi important. L'occasion maintenant, non pas d'en choisir quelques-uns, mais de pouvoir saluer toutes celles et ceux qui sont éligibles à l'obtention de cette médaille, parce qu'on ne le redira jamais suffisamment. Les élus sont là pour donner un cap, mais celles et ceux qui donnent du sens aux politiques publiques, qui font que la population a ce service, ce sont ces personnes qui, ce matin, vont recevoir leur médaille, ainsi que l'ensemble de leurs collègues qui sont à leur côté et qui aujourd'hui œuvrent pour l'intérêt de la ville de Cap-Esther. Olindo Céligny, en tout cas, j'ai déjà dit ça, bravo pour votre élégance. Merci. Et on souhaite un parcours. Même si vous n'avez pas Monsieur Guadeloupe, enfin, j'ai rien dit, Et pareil pour Madeleine, même si on ne va pas à Miss Guadeloupe, j'ai rien dit. Mais vous êtes bien positionné parce que remporter ces concours-là en France quand même devant d'autres candidats, ça prouve que la Guadeloupe, nous n'y a beau, comme on dit. Oui, nous n'y a beau même. En tout cas, merci d'être venu. Voilà, je rappelle que depuis le début, on a reçu nos confrères de la presse, Olivier, l'ancien journaliste de Guadeloupe Première, Jean-Claude Roth, directeur du progrès social de la Serre,
Et Nathalie Josse, journaliste à France Télévisions Martinique, avec on a fait un point sur ce qui s'est passé à Gauzy. On a parlé du pape guadeloupéen. Vous savez qu'il y a un pape qui est d'origine guadeloupéenne, on vous a dit ça? Oui. Le nouveau pape, son grand-père était né en Guadeloupe. Oui, bon. Donc on dit qu'il viendra en Guadeloupe. On a parlé de la situation en Martinique. Et puis, je vous le dis parce que vous êtes jeune, il y a eu 5 morts hier. Vous conduisez déjà? Oui, je conduis. Vous conduisez déjà? Oui. Aussi? Oui. Bon, alors... Oui, on a entendu parler de cette oui, histoire. vraiment, il y avait eu 4 morts à Sainte-Anne il y a peut-être 3 mois, je crois. Avant ça, après, c'était à Goyave 3. Donc, les jeunes paient beaucoup sur la route, alors, cool. C'est aussi valable pour tout le monde. Hein? Non, et chaque fois que je termine le vendredi, je dis, si vous prenez la route, pas prendre la route. Ouais. Et parce que vraiment, trop de morts, et surtout des jeunes. On a des comptes au Lamentin, 5 jeunes de 18 à 20 ans de votre âge, quoi. Les parents sont en larmes aujourd'hui, c'est vraiment très triste. Bref, on ne veut pas quitter sur une note triste comme ça, mais enfin, il faut quand même que les Guadeloupéens comprennent que la route, c'est pas un mouroir, et qu'on prend la route pour en voiture, pas pour avec le monde, ni pour que. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. On se retrouve lundi pour une nouvelle séquence à partir de 12h30. On salue nos 2 élégants. Olinto et Madly. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.